Ravi. Vous êtes druide? Enfin, j'essaye, c'est pas... Et comment on devient druide? Ça, c'est la grosse question. Ça fait un siècle que ça m'a pris, donc un siècle de 30 ans. Attention, ouais. Moi, au départ, vous savez, mais c'est ce que j'explique toujours. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Bon, je suis pas très vieux, mais à mon âge, c'était ce qui se faisait, quoi. Je dis pas c'est ce qui se faisait de mieux, mais c'était ce qui se faisait. Donc moi j'ai tout fait. Moi j'ai fait le catéchisme, j'ai tout fait. Et j'ai tout fait aussi, mais disons que au bout d'un moment, quand j'ai été grand, un peu plus grand, je me suis dit tiens, ces histoires qu'on me raconte, ça me convient pas, et puis je me sens pas bien avec ça. Et alors ceci dit, d'un autre côté, moi j'ai toujours été passionné d'histoire et j'ai eu la chance, j'estime que c'est une chance, de naître et de vivre mes 15 premières années entre deux sites très importants sur le plan. Alors aujourd'hui on dit de la préhistoire. Le monde celte et le monde gaulois est dans la préhistoire. Bon, sur des sites importants de notre histoire de France. Mais quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, c'était comme ça qu'on nous le présentait, entre le Mont Beuvray et le plateau de Gergovie. Alors, vous allez me dire, le plateau de Gergovie, on voit à peu près, mais le Mont Beuvray, vous connaissez le Mont Beuvray? Oui, le Mont Beuvray, c'est à 20 km d'Autun à peu près. C'est en Morvan, c'est dans le département de la Nièvre. Et en fait, au sommet du Mont Beuvray, se trouvait la capitale bibracte des Éduins, qui étaient les Gaulois qui vivaient là il y a un peu plus de 20 siècles. Et quand vous lisez la guerre des Gaules, c'est là que César nous dit que Vercingétorix, alors je sais bien, ça fait un peu repli identitaire, tout ça. Moi, mes héros, moi quand j'étais gosse, c'était le chevalier Ivanoé, c'était le lieutenant Rittmaster, Rintintin, et Vercingétorix. Bon, et donc, c'est là qu'il avait reçu le commandement de la coalition gauloise. Et donc, moi, je suis né là, j'ai eu ça sous mes yeux pendant toute ma jeunesse. Et puis Gergovie, parce que c'est là, c'est une des victoires des Gaulois sur Rome, dans cette guerre des Gaules. Ne me parlez pas d'Alésia, parce que je ne sais pas où c'est. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai été passionné d'histoire, et surtout l'histoire des Gaulois, les Celtes, etc. Puis à un moment, donc, moi, comme j'ai toujours eu soif de spiritualité, il y a un moment où je me suis aperçu qu'on s'était fichu un peu de moi en me racontant l'histoire des... Bon, et je me suis dit, tiens, il y avait cet aspect du monde celtique avec ses druides, et, et donc, un beau matin, je vais vous paraître ridicule sûrement, mais il y a une quarantaine d'années de ça, on va dire il y a 35 ans de ça, un bon matin, un samedi matin, quand on faisait la grasse matinée avec mon épouse, je me suis assis dans le lit, je l'ai regardé, je lui ai dit chérie, je veux être druide. Alors, oui, voilà, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, mais enfin, sois pas ridicule, ça n'existe plus que dans les bandes dessinées. Alors j'ai dit, non, je suis sûr que ça existe toujours. Et puis c'est vrai que c'était une période où on est venu pour la première fois en Bretagne, et qu'il y a 35 ans, en Bretagne, dans les monts d'Arrée, à Brasparts, c'était toujours vivant. C'était des druides bretons, d'accord, mais c'était toujours vivant. Et là, des rencontres. Alors en même temps, c'est curieux parce que le druide qui nous a vraiment amenés à Brasparts et auprès de Gwennan le Squazet, qui était le grand druide de Bretagne de l'époque, on l'a rencontré à Bourges, là où on habitait. Et donc, quand je l'ai rencontré, moi, je lui ai dit les dispositions dans lesquelles je me trouvais, et il a dit, bon, je m'en occupe. Et c'est vrai qu'une semaine après, c'était au mois de décembre, ça, je me souviens, et une semaine après, j'avais une lettre de cet homme-là qui me disait, j'ai parlé de vous au Grand Druide de Bretagne, eh bien, vous êtes invité à venir assister à la fête de Beltane le 28 avril de l'année prochaine. C'est mon anniversaire. J'ai vu un signe. Et donc, et on a assisté avec mon épouse à cette fête druidique de Beltane, donc, qui célèbre le début de l'été dans les Monts d'Arrée, sur le Roc Cléguer. Et là, j'ai dit oui, mais oui, je me trompe pas, c'est bien ça ce que je veux faire.
Et voilà. Et après, il y a, c'est des années de travail, d'initiation, etc. Et donc c'est pour ça, moi je dis toujours, moi je suis un mauvais exemple parce que voilà comment ça s'est passé. C'est, c'est, donc c'est, oui. Sinon aujourd'hui, comme on fait, bon, il y a 35 ans, ça se passait comme ça. C'était de la cooptation, tout simplement. Euh, et je suppose que si l'homme qu'on a rencontré, ce druide qu'on a rencontré à Bourges, avait trouvé que j'étais un parfait idiot, il n'aurait pas donné suite. Bon, donc c'est la fameuse phrase, quand vous êtes prêt, hein, celui qui est là, qui va vous aider et qui passe, c'est au bon moment, quoi. Mais aujourd'hui, alors évidemment, aujourd'hui, vous avez le web, vous avez Internet, et vous avez tout et n'importe quoi. Et donc, vous avez plein de groupes druidiques qui ont leur site Internet. Vous pouvez les contacter, vous pouvez leur dire hey, salut. Et donc, on vous répond. Bon, alors, il y a le pire aussi, parce il y a des groupes druidiques qui s'écharpent. C'est fini, il n'est pas frais, mon poisson. Il s'écharpe par site internet interposé, quoi. On a des champions comme ça, quoi. Mais donc c'est plus facile aujourd'hui de rencontrer des druides. Bon, en même temps, je suis pas sûr qu'on fasse des bonnes rencontres aussi, hein. Et si vous allez sur certains sites internet, vous savez, il y en a qui s'emmerdent pas à faire ce que je fais là, quoi. Parce que vous trouvez par exemple sur des sites internet réputés que l'étoile polaire est dans la Grande Ourse. Ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Vous allez trouver aussi des sites druidiques qui vont vous dire qu'ils possèdent les rituels d'il y a 25 siècles. Ça déjà, quand vous voyez ça, vous pouvez fermer votre ordinateur et aller dormir. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la tradition druidique antique est une tradition orale, essentiellement orale. Et une tradition orale qui est interrompue par la conquête romaine et puis ensuite par l'évangélisation, elle ne peut pas être transmise intégralement. Donc ça veut dire que le druidisme aujourd'hui, si on est honnête, on le conçoit comme un chantier. Moi, c'est comme ça que je conçois le druidisme, comme un chantier de reconstruction de mémoire. Hein, et donc, on a à notre disposition les travaux des auteurs anciens, les témoignages des auteurs anciens, on a les textes de la mythologie irlandaise, galloise, on a les traditions populaires aussi, et puis on a aussi des gens comme Françoise Leroux, Christian Guyonvar, qui ne pouvaient pas nous piffer, hein, nous les néo-druides, qui disaient qu'on n'était pas sérieux, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui ne sont pas sérieux non plus. Et puis on a aussi les travaux de l'archéologie maintenant, depuis les années 80, là, il y a plein de choses intéressantes, et il y a des archéologues comme Jean-Louis Bruno, par exemple, ou Olivier Buchenschutz, ou d'autres, hein, qui ont beaucoup travaillé sur le monde celtique. Donc moi je pars du principe que nous les Occidentaux, vous savez, quand j'entends dire aujourd'hui, quand on entend parler des racines chrétiennes de l'Europe, ouais, franchement, on est entre nous, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que qu'on parle d'influence chrétienne sur l'Europe, ça c'est indéniable, bien sûr. Mais les racines de l'Europe ne sont pas chrétiennes. L'ère celtique, ça s'étend de l'Irlande jusqu'à la mer Noire. Ankara, en Turquie, au IIIe siècle avant notre ère, c'est une cité gauloise. Les Gaulois sont allés jusqu'à Delft. Delft, c'est en Hollande. Mais donc l'ère celtique, c'est à peu près l'ère européenne d'aujourd'hui. Et alors c'est ce que je dis souvent, et d'autres l'ont dit avant moi, peut-être que le gazon est chrétien, mais la terre sur laquelle pousse ce gazon est celte et païenne. Donc en fait, on nous a lobotomisés. On voudrait même, j'ai le plus grand respect pour l'islam, mais on voudrait même nous faire croire qu'aujourd'hui que la France est une terre d'islam. Ah non, il faut rester sérieux. Que la France soit une terre d'accueil pour toutes les traditions et toutes les spiritualités, ben bien sûr, je peux qu'adhérer à ça. Il ne faut pas nous raconter que les racines de la France ou de l'Europe sont chrétiennes ou musulmanes. Mais non. Et réellement, je pense que on est quoi? On est à 20 siècles de la fin de la tradition celtique. Si vous prenez un dictionnaire et si vous le comparez à l'histoire de l'humanité, les 20 siècles qu'on vient vivre, c'est une petite définition dedans. C'est rien du tout. Donc on est très très proche de cette période-là. Et
Et donc, je pense que là, l'Église catholique est réellement responsable dans notre lobotomisation. C'est-à-dire qu'elle a complètement... nous sommes décolonisés sur le plan de l'esprit. Et je crois que on nous a lavé le cerveau et que les païens qui étaient nos ancêtres, on a voulu à tout prix en faire des chrétiens, quoi. Bon, d'ailleurs, Jésus, s'il a existé sur la croix, il savait pas, lui, qu'il était chrétien. Il ne le savait pas. Bon. Donc, on est franchement, je pense, nous, occidentaux, des amnésiques sur le plan de la spiritualité. Et la seule spiritualité qui ait jamais engendré cette terre-là, c'est le paganisme et c'est le druidisme. Alors moi, je dis aujourd'hui, on ne rend pas la mémoire à un amnésique en lui rendant la mémoire d'un autre. Donc vous pouvez vous convertir à l'islam si vous voulez, moi je m'en fous, vous pouvez être bouddhiste, c'est pas une religion. Vous pouvez être, je sais pas, adepte du concombre masqué par exemple, c'est bien ça. Faites ce que vous voulez. Mais sachez que vos racines, elles puisent dans cette terre-là. Et que vous pouvez toujours vous allonger sur le gazon, vous êtes toujours, aussi haut que vous soyez allongé sur le gazon, vous êtes allongé sur la terre qui a vu naître cette fameuse spiritualité qui est celle des druides. Et donc je dis toujours aussi, je suis un amnésique et je préfère donc, je veux pas qu'on me redonne la mémoire d'un autre et je préfère récupérer une mémoire qui me soit propre, quitte à ce qu'elle soit partielle. Et en fait, aujourd'hui, moi, le druidisme, je le vois comme ça, comme un chantier de reconstruction de mémoire, peut-être partielle. Peut-être partielle. Imaginez, vous montez une maison, nous, notre mémoire, ce sera ça, il n'y aura peut-être pas tous les murs, mais elle sera à nous. Hein, voilà, c'est ça. Et franchement, je pense que cette terre-là respire complètement par cette tradition primitive qui a été la nôtre ici. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais il y a aussi la tradition des menhirs, des dolmens, bah oui, mais ça, là, on arrive... Il y a un moment, on a une limite dans notre histoire, au-delà de laquelle on ne peut pas remonter. Mais là où on connaît le plus de choses, c'est vraiment cette fameuse tradition celtique. Et puis après, je vois par exemple, j'y ai consacré, c'est pour vous rappeler que j'ai des bouquins à vendre, enfin... dans mon dernier, là, Brocéliande au-delà des apparences, il faut savoir que vous ne seriez pas là si, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu, du 5e au 7e siècle, ces fameux saints évangélisateurs qui sont arrivés comme Saint-Main, comme Saint-Armel, qui en fait sont venus s'installer ici, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour évangéliser cette région ? Ils ont repris des substrats païens et les ont transformés. Hein. Et donc, c'est pour ça que le christianisme m'intéresse sur le plan culturel. C'est parce que dans les vitas des saints, vous allez retrouver des éléments christianisés qui sont beaucoup plus archaïques. Hein. Tout d'un coup, vous vous dites, putain, pourquoi il n'a pas commencé par ça ? Parce que c'est vachement plus intéressant que ce qu'il nous a raconté tout à l'heure. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais en fait, c'est formidable. L'autre jour, il y a un commerçant sur Pimpon qui me dit « Mais t'es chrétien, toi ?» Je dis « Mais ça va pas, non ?» Alors il me dit « Mais si, t'arrêtes pas d'en parler. » Je dis « Mais justement, c'est parce que je pense que rejeter le christianisme sur le plan culturel, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. » Parce que, une toute petite anecdote, il y a 5 ans, nous ça fait 25 ans qu'on vient là, mais ça fait que 6 ans qu'on habite là, il y a 5 ans, pendant les journées des patrimoines, il y a un érudit local là, de Moron qui s'appelle Gilles Montgobert, qui est un type assez extraordinaire parce qu'il travaille justement sur sa région, les traditions de la région, qui nous a proposé une journée dans le cadre des journées du patrimoine, donc sur les saints de la terre. Et ça, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et on arrive, donc on était 80 à peu près, et il y avait, on va dire, il y avait à peu près 90% d'indigènes. Hein. Et c'était en plein mois d'août, mais il y avait 10% de touristes, pas plus. Donc, ce qui prouve que les gens sont très intéressés par leur patrimoine. Et on rentre dans la petite église du Bran, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur la route entre Concoret et Moron. On rentre là-dedans, on était tous assis là comme ça, et puis Gilles dit « Ah, là, à droite du chœur, Saint-Nicodème. »
Ouais, ok, c'est Nicodème. Patron des maréchaux ferrants. Ah ouais, je ne savais pas moi. J'ai appris quelque chose. Et il dit, et à gauche ici une sainte qui lui fait vis-à-vis. Je vois vraiment pas qui c'est. Bon. Et là, tout d'un coup, on écoute une petite vieille voix chevrotante qui fait « Mais c'est Sainte-Reine !» Gilles se tourne, Sainte-Reine, Sainte-Reine, ah bon, je vois vraiment pas ce qu'elle fout ici. Et on commence à interroger la petite dame parce que je sais pas quel âge elle pouvait avoir, mais elle était très décrépite, quoi. Hein. Et donc, c'était la mémoire vivante du pays. Et elle disait, mais moi, quand j'étais petite, on venait ici chaque premier dimanche d'août, et tous les paysans de la région amenaient leurs chevaux pour que le prêtre les bénisse. Et voilà mon Gilles Mongobert, pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande amitié, qui dit « Ah, Sainte-Reine, je vois vraiment pas ce qu'elle fiche là. » Et tout d'un coup, moi, j'ai un logiciel qui est lent, moi. Et un cerf-volant, voilà. Et donc, mais je me suis dit, mais bon sang, Sainte-Reine, mais c'est clair comme de l'eau de roche. C'est la christianisation de Rigantona, d'Epona et de Rhiannon. Et Reine, comme son nom l'indique, hein, en fait, Rigantona, qui est une déesse celte, hein, qu'on va retrouver sous le nom d'Epona, la jument blanche en Gaule, et puis Rhiannon au pays de Galles, Macha en Irlande. Ça vient... En général, elles ont ces déesses-là, elles ont enfin, leur nom est accompagné du mot Rigan. Ça veut dire reine, grande reine. Et en fait, toutes ces Rigantona, grande reine, Epona, Macha, etc., ont été christianisées sous la forme de Sainte Reine ou Sainte Régine. C'est la même chose. Donc, tout d'un coup, et c'est une déesse cavalière. Donc tout d'un coup, Sainte Reine, christianisation d'une déesse celte cavalière à côté de Nicodème, patron des maréchaux ferrants, ça prenait tout de suite, enfin ça devenait signifiant, quoi. Et la petite dame qui nous dit, mais les paysans amenaient leurs chevaux au 1er août pour se faire bénir. Donc là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire, mais sur le lieu du Bran, il y a très longtemps, un sanctuaire dédié à une déesse cavalière. Celte, évidemment, païenne. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter le christianisme sur un plan, mais il ne faut même pas le rejeter sur un plan cultuel. Moi, les gens font ce qu'ils veulent, mais à condition qu'ils n'essaient pas de me convertir. Moi, quand je viens là, je n'essaie pas de vous convertir, je viens partager le bonheur que j'ai eu à pouvoir travailler sur cette... Vous allez dire, il est maso, les mecs. Hein, mais... Ils l'ont quand même fait pendant des siècles. Pardon ? Convertir. Ah mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, quand je dis colonisé de l'esprit, je pense que c'est ça. Et qu'aujourd'hui, effectivement, il est possible de pouvoir réintégrer une mémoire qui nous est propre, quitte à ce qu'elle soit partielle, mais même en utilisant comme matériel, sur le plan culturel, les traditions chrétiennes. Hein. Je parlais de la Samone tout à l'heure, la Samin tout à l'heure autour du 1er novembre. La Samin, c'est une fête qui est à la fois une fête de la mort et une fête des grands anciens, donc qu'on va retrouver sous la forme de la Toussaint et de la fête des morts. Donc le christianisme, qu'est-ce qu'a fait le christianisme ? Il y a eu deux conduites. C'était celle, comme à Saint-Martin, de casser la figure à tout le monde et d'éradiquer un culte, et d'autres qui étaient plus sages, qui avaient bien compris qu'en fait, il fallait détourner le culte vers une nouvelle divinité, vers la nouvelle religion, tout en gardant les pratiques. Et donc, dans ce sens-là, c'est là qu'il faut s'intéresser à ça. Mais bon, c'est le boulot de toute une vie. Mais réellement, moi, c'est vrai que je suis toujours embarrassé quand on me demande, mais vous, comment vous êtes devenu druide ? Ben voilà, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je trouve ça, pour moi, pour le coup, extrêmement banal, quoi. Donc, j'ai pas eu... les dieux m'ont pas parlé, quoi, ni les déesses. Parce qu'on a eu un grand druide, il est mort il n'y a pas longtemps, tu as vu, Bernard Duval, Goff Arsteredenou, est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort à 99 ans. Et il y a une quinzaine d'années, il a eu un coma.
Et il s'est réveillé et les dieux lui avaient parlé pendant son coma. Alors il y avait Brigitte, il y avait Dagda qui lui avait parlé en disant qu'il était le meilleur des druides d'ailleurs. Et donc nous on a été plusieurs quand il s'est réveillé et qu'il nous a donné, il nous a écrit tous, on a eu la liste, la conversation qu'il avait eue avec les dieux pendant son coma. On lui a dit écoute, il y a d'autres religions qui ont des prophètes et d'autres religions où Dieu a parlé par ses prophètes. Alors chez nous ça n'existe pas. La révélation, chez nous, ça n'existe pas. Donc, autant qu'on cesse nos relations, quoi. Et moi, un druide à qui les dieux et les déesses parlent, j'ai tendance à pas le croire. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à pas le croire. Et donc, je peux pas vous dire que j'ai eu une illumination, non, ça s'est imposé à moi. Pour moi, je suis un homme des bois, un homme de la boue, un homme de la terre, un homme de... C'est des rencontres aussi, je pense. Absolument, oui. Puis moi, je peux dire qu'avec cette tradition-là, la rencontre, elle s'est faite quand j'étais môme. Mais ce qui est génial, c'est quand on voit aujourd'hui les Gaulois, les Celtes, etc., dans le primaire et dans le secondaire, on n'en parle plus. C'est uniquement à l'université. Et au cas où vous vous destinez à des études d'histoire et d'archéologie. Et cette fameuse République aujourd'hui qui nous fait tout un pataquès avec sa laïcité, celle qui m'a emmené vers ça, c'est l'école de la République. Nos ancêtres, les Gaulois. C'est comme ça, quoi. Donc c'est absolument... c'est tout à fait... Moi, l'autre jour, avec des amis, on disait « Oh, dis donc, j'ai vu qu'il y avait un Breton qui était parti en Syrie pour faire le djihad. » Putain. Et moi, je crois très sincèrement que le désert spirituel dans lequel les Occidentaux errent ne peuvent que pousser à ça. C'est-à-dire qu'il y a en tout homme et en toute femme une aspiration spirituelle. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, malheureusement, l'islam radical peut être un refuge et peut combler des aspirations, aussi cruelles que ça puisse paraître. Mais vous vous rendez compte, pour qu'un breton, un vrai breton, un breton de souche, puisse partir et s'appeler je sais plus quoi, Ahmed, Abel, machin, ça veut réellement dire que, on a, voilà, on est lobotomisé, amnésique au possible, et moi j'en veux pour beaucoup aux religions du livre, parce que. On ne peut pas faire non plus d'un cas une généralité. Non, mais c'est tellement... Oh non, bien sûr, je pense pas que tous les Bretons soient djihadistes en puissance. Hein. Mais non, mais ça prouve bien que ce gars-là, enfin, c'est complètement fou. Parce que, je veux dire, en Bretagne, dans le Berry, si vous voulez. Moi, j'ai vécu 35 ans dans le Berry. J'en ai eu marre, j'ai foutu le camp. Parce que le Berry, pour moi, c'est un pays celtique par excellence, autant que la Bretagne. Mais là-bas, vous leur parlez du monde celte, du monde druidique, ils font « Ah ». Et pour moi, le Berry, je ne sais pas si vous connaissez la cathédrale de Bourges, etc. Pour moi, le Berry, c'est la Belle au bois dormant. Hein, parce que les gens ignorent encore plus qu'ici d'où ils viennent. Mais en Bretagne, il y a une forte identité, justement, qu'on reproche souvent. Et pour qu'un Breton de souche, entre guillemets, soit appelé vers des choses pareilles, il faut vraiment qu'il y ait eu un travail de lobotomisation et d'amnésie qui a été fait, quoi. Consciemment ou inconsciemment. La Bretagne, au XVIIe siècle, elle est terre de mission avec le Père Maunoir encore. Hein. Moi, je peux le dire tranquillement, je ne suis pas breton. Et pourquoi les druides bretons, justement, ils sortent entre guillemets un peu du lot? Enfin, ils sont à la limite plus connus que les autres ordres druidiques. Alors, c'est tout simple, c'est parce qu'en fait, la résurgence druidique s'est faite à Londres en 1717. Hein, en 1717, ça se fait là-bas. Et donc, au 19e, il va y avoir des Bretons qui vont aller en Angleterre, qui vont avoir des contacts notamment avec le Pays de Galles, par exemple, et qui vont aller se faire initier par des druides gallois. La Gorcès de Bretagne, aujourd'hui, est directement issue de la... Gorcès, ça veut dire assemblée, directement issue de la Gorcès galloise. Donc, la première Gorcès assemblée bretonne, elle va être fondée à Guingamp en 1900. Donc en fait, par où le druidisme va ressurgir sur le continent, et en France notamment, par la Bretagne.
Et donc, en fait, moi, je critique beaucoup les Bretons, mais moi, ce sont que des druides bretons qui m'ont initié jusqu'au bout. Et donc, au départ, ça revient effectivement par la Bretagne. Et de toute façon, un druide français aujourd'hui, quand il est régulier, entre guillemets, pour autant qu'il puisse faire remonter sa régularité jusqu'au XVIIIe siècle, il ne peut se réclamer que d'une des lignées qui ont ressurgi au XVIIIe siècle en Angleterre. Hein. Donc c'est parce que c'est par là, c'est par la Bretagne que c'est revenu sur le continent. Mais ceci dit, il y a 35 ans, dans le Berry où on était, des druides, il n'y en avait pas. C'était... bon, il y avait effectivement le Collège des Gaules sur la région parisienne, mais dans le Berry, il n'y avait personne. Hein. Donc c'est vraiment pour ça. J'ai connu aussi des druides bretons qui disaient il n'est de bons druides que de Bretagne. Ça aussi, c'est une grosse connerie, parce que bon... si vous avez, je ne sais pas d'où vous venez, mais c'est pas difficile pour repérer les lieux de culte druidique. La toponymie, souvent les gens me disent on s'intéresse au druidisme, par quoi il faut commencer? Ben, nous, on n'a pas de Bible, et heureusement. Mais moi, si je devais avoir une Bible, ce serait tout simplement les cartes de l'Institut géographique national, de l'hygiène. C'est ce qu'on appelait les cartes d'état-major avant. C'est la toponymie. La porte d'entrée, c'est la toponymie. Faut prendre la guerre des Gaules de César, vous relevez tous les noms des peuples gaulois qui sont donnés par César. Il y en a entre 60 et 80. Vous les retrouvez tous inscrits dans la toponymie française. Toutes les grandes villes de France, toutes les grandes régions de France doivent leur nom au nom des peuples gaulois qui les habitaient il y a 25 siècles. Hein, Bayeux, c'était les Bayocas. Amiens, c'était les Ambiens. Tours, c'était les Turonnes. Poitiers, c'était les Pictons. Saintes, c'était les Santons. Toulouse, c'était les Tolosates. Arles, c'était les Arélates. Puy-en-Velay, c'était les Vélaves. On peut en prendre plein comme ça. Cahors, c'était les Cadurques. Donc c'est... Grâce à ça, on ne peut pas oublier nos racines déjà. Exactement. Corseul, à 1 heure d'ici, c'était la capitale des Coriozolites. Vannes, la capitale des Vénètes. Nantes, les Namnettes, etc. C'est Redonne, Redon, Rennes. Faites ça. C'est réellement la Terre garde la mémoire. Garde notre mémoire. Ça, c'est...